si j'ai bien compris, Hector Balck, en somme, vous n'avez pas peur de parler du beau en art, et vous n'avez pas peur de faire allusion à la hiérarchie des œuvres ou des artistes. Vous avez parlé des génies tout à l'heure. Il y a beaucoup de peintres, il y a beaucoup de bons peintres, et puis il y a quelques génies. Vous n'avez pas peur non plus de hiérarchiser certains artistes qui sont les plus grands. On ne sait pas trop de quoi est fait leur génie. Il s'agit de dire aussi, d'essayer de dire ce que c'est que le génie. J'ai raison ou je vous interprète mal? C'est pire que ça. Je pense que l'artiste, il veut d'abord qu'on trouve que ce qu'il fait est beau. Vous voyez, on ne pourra jamais le prouver, et c'est infiniment polémique de dire des choses comme ça, mais disons que Velázquez a fait un Christ en croix, Rubens a fait un Christ en croix, des tas de gens ont fait des Christ en croix. On me fera pas dire que Velázquez, Rubens n'étaient passionnés que par la question, la nécessité qu'ils avaient fait un Christ en croix. C'était pas seulement la passion du Christ, c'était le fait de dire à Rubens qu'il les faisait différemment. C'était le fait de rendre hommage à des artistes. Les artistes se parlent entre eux, vous voyez, et quand même leur but, c'est qu'on apprécie leurs œuvres. C'est le but même de l'art, c'est le beau, vous voyez. Alors souvent, quand on dit ça, les gens disent que le beau varie en fonction du temps et tout ça. Mais je veux bien qu'il varie, moi, mais il varie pas pour moi. Je veux dire que on va pas. C'est pas parce qu'on nous explique Vermeer, du temps où il était Vermeer, il n'était pas considéré comme le grand génie qu'on aurait découvert au 19e siècle. Si on veut, et alors, bon, ça n'empêche que pour moi, Vermeer fait partie des plus grands peintres du monde, et je vois pas très bien en quoi c'est un argument que chaque époque de la société a pu évidemment changer un peu, mais pas tant que ça finalement, les hiérarchies entre les artistes, qui ferait que tout d'un coup ces hiérarchies ne seraient que culturelles. Non, c'est bien, il y a bien cette idée-là, vous voyez, dans la passion qu'on peut avoir pour l'art, de toujours remettre en question les grands chefs-d'œuvre d'autrefois pour savoir, non pas pour dire ah oui, comme les temps changent et comme finalement notre jugement n'est que vanité. Non, au contraire, pour être toujours surpris du fait que c'est encore le plus souvent les mêmes œuvres qui continuent d'exister par rapport à d'autres. Je viens de voir l'exposition Raphaël, où ils essayent de faire la part des choses entre Raphaël et ses élèves qui n'étaient pas des incapables, et Penny notamment. Il y a deux Penny, j'oublie toujours lequel il s'agit, et puis Giulio Romano, en français Gilles Romain. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Raphaël les dépasse de 3 coudées, donc j'étais content de m'en rassurer, vous voyez, comme si ça avait rassuré une chose que j'avais déjà plus ou moins vue, mais là j'étais content parce que j'avais vu plus de tableaux, etc. Et ça aurait été tant mieux encore si on avait découvert qu'il y avait un élève de Raphaël qui était meilleur que lui. Mais en fait, cette question de la hiérarchie, de la comparaison hiérarchique est fondamentale. C'est le vecteur même de la transcendance que l'on attend d'une œuvre d'art. Donc c'est pas à côté de la plaque d'en parler, c'est au cœur. Et le passage, par exemple, pour rester à Raphaël, le passage du Pérugin, qui est son maître, à lui, à Raphaël, la différence de matière extraordinaire, la façon dont les contours s'estompent, dont les visages changent, dont les visages s'humanisent. Oui, j'ai fait un petit texte là-dessus. Ça aurait peut-être mieux passé en cinéma. Il aurait fallu passer, si vous voulez, tous les visages de Pérugin, et puis le moment où Raphaël devient Raphaël, en quelque sorte, mais non pas en s'opposant à Pérugin, mais en faisant un peu mieux que lui, finalement, voire même beaucoup mieux que lui, vous voyez, sans prendre un parti pris qui serait adverse à Pérugin. Et donc, c'est très intéressant de voir ce qui se passe entre 1502, 1503, 1504, 1505, et tout d'un coup, on voit doucement la Vierge de Raphaël prendre la place de la Vierge péruginesque, la Vierge telle que son maître Pérugin l'aurait peinte avant lui, et se trouver augmenter d'une sensualité invraisemblable. Voilà. Là, vous mettez en parallèle, oui, des Vierges du Pérugin, avec ces petites bouches un peu pincées, ce visage un peu abstrait, et l'arrondi, et les ombres. Quand on est historien d'art, parce que je suis aussi historien d'art, on est toujours content de voir l'endroit où tout d'un coup la qualité jaillit. Vous voyez, alors là, tout d'un coup, je dis à l'endroit de la tête, et non pas des mains, par exemple, pas des drapés, les drapés sont très bien chez Pérugin, mais à l'endroit de la tête, de la physionomie de la Vierge, dans ce moment de l'histoire de l'art, où il s'agit de regarder les tableaux de Madone de cette époque et de cette région de l'Italie, tout d'un coup, on montre quelque chose qui devient évident pour tout le monde. Donc,
ça a été l'occasion de faire un des 100 articles qu'il y a dans ce livre. L'idée dont tous mes textes portent le combat, c'est qu'il n'y a pas d'un côté le sens, forcément littéraire, auquel accède l'esprit savant, entre guillemets, et de l'autre, les formes et les couleurs, forcément ineffables, que perçoit l'œil formaliste, entre guillemets, ignorant tout des significations ambitieuses de l'œuvre considérée. Là, ça fait partie de ces avant-propos qu'il y a à l'entrée de chacun des grands chapitres de votre livre. Vous me disiez tout à l'heure au micro que là, vous avez un peu théorisé ce que vous sentiez de façon un peu obscure jusqu'à maintenant, ou non formulée. Je suis sûr que vous le saviez très bien, mais les mots n'étaient pas encore mis sur le papier, tout simplement. D'ailleurs, quand ils ne sont pas mis sur le papier, on pense qu'en formalisant, oui. Oui, on ne l'a pas encore vraiment bien pensé, si vous voulez. En effet, comme je me refuse à cette opposition entre formalisme et décryptage savant et formalisme sensuel, je veux dire par là qu'il y a que le sens le plus important qui passe dans la peinture, c'est le sens, non pas du fait qu'il s'agit de l'Oferne qui tue machin, mais du fait que le genou peint par Velázquez, que les cheveux, que l'épaisseur de l'air, que je ne sais quoi encore, donne un sens à la vision du monde de l'artiste. C'est du sens, ça. Philippe de Champaigne, qui n'est pas protestant, mais qu'on pourrait dire protestant, parce que pour moi, le jansénisme, c'est une forme de protestantisme. Et la manière dont il peint, comme si l'air était sec, si vous voulez, les différents objets qui sont sur la table, et le fait que rien ne vient reposer le regard, sinon toujours le terrifier un petit peu et le glacer un petit peu dans une ouate particulière, c'est du sens. Et c'est pas juste formaliste. Je ne prends pas le meilleur exemple en parlant, parce que là, je l'improvise un peu pour Philippe de Champaigne. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, si vous voulez, c'est qu'une vision du monde, voilà, avec tout ce que ça peut avoir de religieux, de sentimental, de politique, de morale, de je ne sais quoi encore, peut émaner de la lecture et du regard que vous portez sur la peinture en comparant les choses avec les choses. Voilà. Autrement dit, le sens d'un tableau ne vient pas tant de son titre que de la manière dont il est peint. Je sais combien mes contemporains, depuis un demi-siècle, peuvent trouver absurde de vouloir opposer à la science de la peinture, à la connaissance des techniques, à l'exégèse iconographique et au contexte historique de l'œuvre, l'immanence du sentiment, de l'émotion et du goût. Vous êtes à contre-courant, Hector Obalk. Je ne crois pas du tout. Je pense que la plupart des intellectuels sérieux me suivent et que c'est plutôt les autres qui sont un petit peu en retard là-dessus. On est allé trop loin dans l'exégèse. Pas du tout le sentiment d'être en contre-courant. D'autant plus que vous voyez, ce qui est embêtant dans l'opposition que je dénonce, c'est qu'on pourrait penser que finalement, la sensibilité, elle est tout de suite, elle est immédiate, et que l'autre, elle demande du travail en bibliothèque. C'est faux. La sensibilité n'est pas toujours immédiate. Et dans mon cas, je vous le disais, parfois elle a bien pu prendre 15 ou 20 ans. Donc on forme son jugement. Comme on dit, tiens, former son jugement. Ça veut dire qu'on fait également des progrès, non pas dans la connaissance, c'est pas tout à fait le mot, il faudrait dire dans la sensibilité qu'on a à la peinture, ou à la poésie, ou à la musique, ou à je ne sais quoi. Donc vous voyez qu'il y a bien un domaine dans lequel on peut progresser, dans lequel il ne s'agit pas de dire, du coup, l'immanence de mon sentiment fait que, parce que quand on dit sentiment, on pourrait penser qu'il n'y a pas de travail, si vous voulez, que quelque part j'aurais un discours un peu démagogique contre le discours savant des gens qui s'y connaissent. C'est exactement le contraire. C'est bien plus difficile de comprendre la manière dont on progresse esthétiquement que de celle dont on comprend je ne sais quelle phrase ou je ne sais quel détail d'un tableau de Fra Angelico, comme j'ai pu en lire parfois. Il y a un mot qui n'est pas écrit, qui se trouve derrière la colonne, et qui du coup ça voudrait dire que... Enfin, je ne veux même pas commencer à me moquer des autres, mes copains, de mes collègues exégètes, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, de mettre en rapport texte et image que de mettre en rapport image avec image, parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire.